Eh bien, de retour donc dans ce cours d'introduction à la gestion des ressources humaines, nous avons abordé dans une première partie trois éléments consacrés aux éléments clés de la gestion des ressources humaines. Donc, dedans, nous avons, on va dire, dans un premier chapitre, évoqué la définition, les objectifs et domaines de la GRH que nous avons bouclé avec quelques enjeux classiques et contemporains. Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté l'évolution historique de la gestion des ressources humaines à travers 4 modèles que nous avons bouclés par la présentation du concept de motivation et de satisfaction. Dans le troisième chapitre, nous avons évoqué les défis et nouveaux enjeux globaux, on va dire RH, en présentant les métiers pour finir avec quelques implications RH au quotidien. Les vidéos précédentes permettent normalement de retrouver les contenus en lien avec ces différents points. Nous allons à présent aborder la seconde partie de ce module au cours au cours de laquelle on va aborder 3 autres chapitres autour de différentes politiques des ressources humaines. Il s'agit vraiment d'une introduction en fait aux différentes politiques RH que l'entreprise ou l'organisation en général peut mettre en place. D'accord. Donc, dans cette partie 2 consacrée aux différentes politiques GRH, nous avons dans le premier chapitre évoqué les politiques d'emploi. Ceci en 3 aspects: l'entrée, l'anticipation, le suivi et le mouvement des salariés. Donc, cela à travers des points comme le processus de recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et enfin, la gestion de la mobilité des carrières. Dans ce deuxième chapitre de la deuxième partie qui nous concerne, nous parlerons de la rémunération à travers sa définition, ses objectifs, et principalement, on va dire, son cadre juridique, les formes et leurs combinaisons possibles avant d'évoquer, on va dire, leurs implications ou conséquences. Mes diapotables arrivées, c'est-à-dire la gestion de la masse salariale. Alors, tout de suite, allons-y. La politique de rémunération concerne en réalité l'ensemble des allocations monétaires ou en nature versées au titre du travail accompli ou de l'appartenance à une entreprise. La gestion de la rémunération telle que nous l'entendons ici consiste à définir, mettre en œuvre et contrôler la politique de rétribution du travail au sein d'une organisation. Les 4 points que nous envisageons d'aborder ici répondre à un ensemble de questions. Première question, pourquoi rémunère-t-on? Donc, il s'agit d'aborder la question des objectifs de la rémunération. Deuxième question, dans quelles conditions légales rémunère-t-on? Donc, il s'agit de fixer le cadre juridique ici. Troisième point, comment articuler les différentes rémunérations possibles? Donc, il s'agit de parler du mix rémunération. Et quatrième et dernier point, on va aborder la gestion de la masse salariale en posant la question quels facteurs peuvent influencer les salaires, l'ensemble des rémunérations et donc la masse salariale et pour quelles conséquences? Donc, nous allons rapidement commencer avec le premier point, c'est-à-dire les objectifs de la rémunération. Alors, la rémunération comprend, si on veut, 3 gros objectifs ou 3 grands objectifs. Elle permet, dans un premier temps, de rémunérer le travail et de maîtriser les coûts salariaux. Alors, l'idée qu'il y a derrière là, c'est quelque part, c'est
de trouver le meilleur équilibre entre le coût que représente la rémunération d'un salarié et la création de valeur qui résulte de son travail. Rappelez-vous, dans le contrat de travail, le salarié apporte une compétence pour répondre à une problématique de l'entreprise et en échange, l'entreprise va lui donner une rétribution, si vous voulez, donc un salaire, d'où le principe du contrat de travail. Dans le deuxième, concernant donc le deuxième objectif de la rémunération, c'est surtout la question du comportement, de l'influence sur le comportement. Alors ici, on considère que la rémunération influe sur le comportement des salariés. Comment? En fixant des objectifs à atteindre, les mécanismes de rémunération peuvent avoir une influence positive sur la motivation et sur le niveau d'effort déployé. Concrètement, la rémunération, une fois bien travaillée, peut donner envie à un salarié de s'impliquer davantage, d'être motivé au travail. Nous avions évoqué plus tard, quand on parlait de la question de la motivation, que Exberg, de par ses travaux, avait évoqué les facteurs d'hygiène, donc le salaire ou autres, qui peuvent jouer un rôle, et en leur absence, cela crée de l'insatisfaction. Alors, effectivement, ce n'est pas automatiquement lié à la motivation, mais lorsque le salaire est là, cela peut inciter à la motivation. Notamment, cela peut engendrer une réduction de l'absentéisme parce que concrètement, le salarié va dire qu'il faut qu'il puisse valoir son travail, sa rémunération et du coup va travailler, donc du coup va être régulièrement présent pour régler la question de l'absentéisme dans les entreprises et régler d'autres questions aussi comme les conflits, les démissions, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, on parle de démission, c'est les intentions de démission, parce qu'en général, lorsque le salarié a déjà démissionné, il est un peu tard. Mais s'il y a une rémunération qui est là, l'intention de démissionner va être un peu réduite, en fait, à moins que le salarié ait trouvé une opportunité autre. Alors, troisième et dernier objectif des rémunérations, c'est qu'elle permet d'assurer un sentiment d'équité sociale. Alors, le sentiment d'équité ici naît chez le salarié à l'issue d'une comparaison de son propre salaire au travail fourni, relativement bien évidemment au salaire perçu par ses autres collègues qui travaillent ou bien dans la même entreprise ou dans d'autres entreprises. Et effectivement, quand la question de l'égalité salariale homme-femme montre qu'effectivement, on est encore un peu loin en France, qu'à salaire, à travail égal, homme-femme, on n'a pas la garantie d'avoir le salaire qui va avec. Nous allons aborder donc le deuxième point concernant donc le cadre juridique en répondant donc à la question comment, dans quel cadre juridique cela se passe. Alors, ici, il faut tenir compte bien évidemment au point de vue légal ou juridique de comment se fixe le salaire. Alors, cela se fait généralement selon trois modalités. D'abord, le salaire peut être fixé au forfait, c'est-à-dire que le salaire ne dépend pas du temps nécessaire pour réaliser le travail demandé. C'est ce qu'on peut retrouver généralement chez des orthophonistes, enfin tout ce qui est paramédical, ou des libéraux paramédical, effectivement, ils sont rémunérés à l'acte. Vous allez voir un médecin aujourd'hui, c'est 25 € la consultation, que cela dure 10 minutes ou 30 minutes. On lui va essayer d'optimiser le plus possible, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Donc les actes médicaux peuvent éventuellement être tarifés comme ça. Le salaire peut se fixer aussi selon la modalité du temps, c'est-à-dire qu'en fonction du temps, de la durée du temps effectif de travail, vous allez être payé comme ça. Par exemple, en intérim, si vous travaillez 2 heures, vous êtes payé 2 heures. C'est ça l'implication, bien évidemment. Les jobs étudiants, c'est à peu près pareil. Je crois que c'est limité à 20 heures par semaine, les jobs étudiants. Le salaire aussi peut se fixer au rendement, c'est-à-dire en fonction de la quantité de travail produite. Et là, ça concerne surtout le cas des attachés commerciaux, par exemple, qui ont un salaire fixe de base, peut-être parfois 1 200, 1 500 €, ce n'est pas beaucoup. Et en fonction de ce qu'ils vendent, effectivement, ils peuvent avoir des primes et se retrouver à avoir une paye en fin du mois qui peut avoisiner 5, 6, 7 000, voire 10 000 € parfois chez certains commerciaux. Ce sont des primes, le plus beau rendement, des choses comme ça. Voilà. Il faut cependant noter qu'il y a une possibilité de combiner ces différentes modalités et généralement, il faut se soumettre aux conventions collectives et autres accords de branches, de secteurs dans lesquels l'on se situe.
Plus loin encore, on peut, en regardant une fiche de paye, regarder, voir un petit peu qu'il y a un certain nombre d'éléments que l'on doit retrouver dessus. Donc, forcément, le bulletin de paye, on vous l'a évoqué déjà dans votre cours de compta. Moi, je réponds rapidement dessus puisque c'est un élément qui touche la rémunération et la gestion de la paye. On abordera ça en deuxième année pour les GMO et pour certains GRH, la question pourrait être évoquée. Mais globalement, le bulletin de paye doit reprendre un certain nombre de mentions obligatoires qui seront d'abord relatives à l'employeur, doit comporter des informations concernant le salarié et le nombre d'heures travaillées, parce que comme ça, il pourra comprendre ou connaître ses droits sociaux, notamment la retraite, la protection sociale, ainsi de suite, la sécurité sociale et tout ça. Les prélèvements sociaux et fiscaux doivent aussi prendre en considération l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, on est passé au mode impôt à la source. Donc, vous payez, vous travaillez maintenant, vous allez faire des ajustements éventuellement en mai ou autre, mais automatiquement sur votre fiche de paye est déduit déjà l'impôt sur le revenu. Donc, ce n'est plus à vous uniquement de dire que vous déclarez tout. C'est peut-être pour éviter que certaines personnes corrigent un petit peu leur déclaration, ainsi de suite. Le bulletin de paye doit comporter aussi des éléments en lien avec les cotisations salariales. Donc, on doit savoir un peu à quel taux on est pratiqué, 22%, 25%, comme ça, au moins, le salarié sait. Entre ce qui est envoyé comme brut, déclaré par l'entreprise, et ce que lui reçoit réellement dans sa poche, autre prime, autre, voilà, non prise en compte. Donc, on doit avoir dedans un certain nombre d'éléments si on est dans un cadre de travail légal, voir un petit peu si on a travaillé au-delà des horaires légaux fixés. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a des conditions particulières lorsqu'on a fait des heures supplémentaires. Donc, on peut avoir lieu, cela peut donner lieu à des repos compensateurs acquis. Et enfin, le montant final des salaires et la date de paiement qui doivent absolument figurer sur la fiche de paye. Là, ce sont des éléments vraiment importants qu'il ne faut absolument pas, enfin, il ne faut pas cacher, quoi. Alors, troisième point, on répond maintenant à la question concernant les combinaisons possibles de la chose. Alors, et donc, on parle concrètement ici du mix rémunération. Le mix rémunération, c'est mix mélangé et rémunération sous différentes formes, différentes catégories de rémunération possibles. Et c'est ici qu'on va distinguer ces différentes catégories. Alors, l'objectif d'abord, principal, un des objectifs principaux du mix rémunération, c'est de maximiser les chances pour que les salariés atteignent les objectifs visés. Donc, on donne des primes, on donne un salaire donné, ainsi de suite, pour que le salarié puisse vraiment s'investir le plus possible. L'important, c'est vraiment de comprendre comment articuler ces différentes rémunérations. Alors ici, vous allez voir sur ce schéma, pas exactement ce que vous avez sur le support de cours. Ne soyez pas effrayés, la structuration n'est pas forcément celle que l'on peut voir toujours, mais cela comporte tous les éléments nécessaires que je vais évoquer tout à l'heure, en fait, de suite. Donc ici, nous allons distinguer dans le mix rémunération les rémunérations directes de celles qui sont différées et autres périphériques, en fait. Alors, la rémunération directe, elle doit comprendre une part fixe avec surtout le salaire de qualification et une part variable avec surtout les primes fixes en général. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour fixer un salaire, l'entreprise doit respecter un certain nombre de règles, notamment les règles juridiques. Qu'est-ce qu'on entend par ici? C'est un salaire minimum. On sait qu'il y a le SMIC horaire, on doit savoir un petit peu par rapport à ce qui est convenu, ce qui est légalement accepté comme salaire de base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous de ce salaire de base normalement. C'est ça qu'on appelle le SMIC ici. Cela peut concerner également la question de l'égalité homme-femme, les conventions collectives. On doit respecter toutes ces conditions-là. Si par exemple, il faut une prime d'astreinte dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration, il faut prendre en considération pour le travail de nuit. La pénibilité, enfin, tous ces éléments-là doivent être absolument pris en considération. Alors, il faudrait absolument aussi que l'entreprise respecte aussi la structure des emplois de l'entreprise. Donc, s'il y a des gens qui sont là avant d'autres, la question de l'ancienneté va être prise en considération. Donc, prime d'ancienneté et ainsi de suite doit être intégré dans le salaire classiquement. Il faut également que le niveau des salaires dans le secteur soit aussi pris en considération. Donc, si dans le secteur, le salaire pratiqué est, par exemple, à un taux donné, il ne faudrait pas être trop éloigné de ce salaire-là pour éviter donc de s'attirer des problèmes, notamment les clauses des concurrences déloyales, voilà, d'être attaqué pour concurrence déloyale ou autre, notamment sur le secteur. Donc, concernant les primes fixes, elles sont accordées en fait en fonction des caractéristiques de l'emploi. Ça peut concerner par exemple les primes d'éloignement,
de pénibilité, d'outillage. Alors, éloignement parce qu'on habite trop loin de son lieu de travail, hein, bien évidemment. Donc, dedans, l'employeur est amené éventuellement à contribuer au, au coût de transport. On peut également avoir ici des considérations relatives à la personne elle-même, les primes d'inaptitude, si la personne a quelques handicaps ou autres. Aussi le travail, la question de la pénibilité qui se pose si ça demande d'utiliser de l'outillage ou des appareils qui sont trop lourds, trop compliqués, ou si on doit travailler dehors dans des conditions météorologiques pas terribles, terribles du tout. Alors là, par exemple, hein, une prime de naissance peut être attribuée à un salarié lorsqu'un heureux événement se produit dans sa vie. Ce qu'on appelle la prime de naissance, par exemple. Pour compenser les conditions de travail difficiles, le salarié peut bénéficier d'une prime de suggestion. Alors, suggestion, c'est en lien bien évidemment avec les difficultés de travail. Hein. J'ai parlé par exemple tout à l'heure des conditions météorologiques qui peuvent être complètement compliquées. Donc, non seulement il y a la pénibilité, un compte de pénibilité est établi depuis la présidence du président Hollande, je crois. Mais il y avait aussi des primes dans ce sens-là, notamment dans les gens du BTP, parfois, ou des gens qui travaillent dans tout ce qui est un peu des mineurs, ainsi de suite. Tandis que pour récompenser sa fidélité à l'entreprise, l'entreprise peut attribuer au salarié une prime d'ancienneté, ce qu'on a évoqué un peu plus haut, en parlant de la structure des emplois, par exemple. L'entreprise peut verser une double mois de salaire en fin d'exercice. Généralement, c'est au mois de décembre. C'est ça qu'on appelle le 13e mois en général. Les gens même essaient de passer au 14e mois maintenant. Bon, il ne faut pas abuser aussi. Et lorsque le salarié peut également bénéficier d'une prime de présentéisme ou d'assiduité. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le problème à l'envers, le problème de l'absentéisme à l'envers, en disant qu'il faut empêcher les gens d'être absents, on essaie de récompenser les gens qui sont présents et qui s'investissent le plus possible. C'est une technique positive, soi-disant, pour encourager les salariés à s'investir davantage. Donc, ça peut être une possibilité aussi. Parfois même, lorsqu'il y a des équipes qui ont des rendements particuliers, qui sont très, très productives, on peut mettre en place une prime de rendement. L'entreprise, des fois, décide cela. Alors, la rémunération directe a aussi une part variable. Et ça, cette part, il faut aussi ne pas négliger. Notamment, le salaire de performance qui va permettre d'inciter et de récompenser la performance des individus. Des individus à ce niveau-là. Hein. Parfois, ça peut toucher le groupe, mais bon, c'est surtout des individus qu'on va regarder aussi un peu. Pour des questions de discrimination, il arrive effectivement que l'on félicite les équipes plutôt. Comme ça, il n'y a pas de guerre d'individus et en même temps, on a une technique voilà, pour avancer. Il arrive par exemple, c'est une étudiante que j'ai encadrée en licence pro qui me l'avait raconté que chez Renault, par exemple, ce que les gens faisaient, c'est une technique de motivation. Des équipes tournaient, ils étaient en format 3x8. Donc, les équipes se relayaient chaque fois toutes les 8 heures. Et du coup, ce qui se passait, c'est que ces personnes, il y a une première équipe qui passe et qui met un chiffre, 7. L'équipe qui suit se dit, ah mais ça veut dire qu'ils ont atteint une performance de 7 ou alors ils ont réalisé des choses à un taux de 7. Eux, ils ont envie de faire un truc mieux. Du coup, ils travaillent un peu plus et donc ils passent à 8. Ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, cette petite concurrence entre les gens fait que finalement, la productivité est très forte. Donc, cela peut être une technique mise en place pour encourager les salariés à s'investir encore un peu plus et à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, l'autre catégorie de rémunération, si on veut, dans le mix de rémunération, il y a la question donc des rémunérations périphériques et autres. Concrètement, les rémunérations périphériques peuvent être d'ordre légaux, c'est-à-dire immédiats ou différés, hein, c'est possible, ou alors d'ordre sélectif et statutaire. Alors, concernant les rémunérations légaux immédiats ou différées dans le temps, tout d'abord, ces périphériques-là peuvent être obligatoires, monétaires, immédiats, différés, comme on l'a dit dans le temps, avec bien évidemment un certain nombre d'éléments. Comme vous pouvez le voir là, effectivement, il y a la participation. Alors, la participation légale, c'est vraiment une politique de redistribution des bénéfices de l'entreprise. C'est une somme annuelle qui est versée obligatoirement aux salariés des entreprises de plus de 50 salariés. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on a bien travaillé et on en profite tous ponctuellement. Alors, il y a un cas comme ça qui s'est passé à Lyon. Il y a un employeur qui avait une bonne marge, un bénéfice supplémentaire. Je ne sais plus si c'est 1 million d'euros ou autre. Et en fonction donc du niveau hiérarchique, enfin, de la structure des emplois dans l'entreprise,
Ils la répartissent là et tout le monde a pu bénéficier en plus de quelque chose, en fait. La participation légale, ils étaient tellement contents qu'ils étaient encore plus invités et ça a pu lui faire un peu de publicité dans les journaux. Ça, on a pu voir. Hein. Moi, j'ai vu ça, ça m'a bien fait rire, mais effectivement, c'est une possibilité qui ne peut pas être exclue. On peut aussi parler de l'intéressement. En général, l'intéressement, ce n'est pas vraiment obligatoire, mais c'est une formule souple et adaptable selon les objectifs suivis par la direction de l'entreprise, le top management. On a également parfois les plans d'épargne, les plans d'épargne salariale, PE, ainsi de suite, les plans d'abondement. En fait, ce sont des sommes. Alors, pour ce qui concerne les plans d'épargne salariale, c'est des sommes bloquées à moyen ou long terme que le salarié peut toucher après. Bien évidemment, c'est des trucs pour, dans la gestion de carrière, pour pouvoir maintenir le salarié, le rendre fidèle en fait à l'entreprise. L'actionnariat salarié, on l'a évoqué dans le TD1 concernant les positions type de DRH ou en prenant le cas de l'entreprise Auchan, on a vu que c'était quelque chose qui est mis en place par la direction des ressources humaines. Donc, l'actionnariat salarié permet aux salariés d'être actionnaires de l'entreprise, donc en quelque sorte d'être un peu propriétaires en fait, de l'entreprise et ils sont très contents. C'est aussi parfois le cas particulier de certains à certains niveaux. Dans le top management, par exemple, les chefs d'entreprise, les PDG ou autres, il arrive d'avoir ce qu'on appelle les stock options. Je vous invite à aller regarder ce que signifie stock option. Mais c'est le même format que l'actionnariat salarié, mais on peut placer sur le marché du travail. Le marché boursier, pardon. En plus de ces rémunérations périphériques directes, immédiats ou différées dans le temps, on peut avoir aussi les autres rémunérations périphériques qui peuvent être statutaires ou sélectifs. Ces types de périphériques peuvent être accordés, enfin le plus souvent en nature, à une partie du personnel comprenant des éléments variables et réversibles. Alors, là, ça peut concerner par exemple la mise à disposition d'une voiture de fonction, d'un logement de fonction, d'un téléphone de fonction, tout ça, tous ces éléments-là. On peut en faire rajouter les éléments statutaires, c'est-à-dire les œuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, les chèques déjeuner ou chèques restaurant, tickets restaurant, on dit, le transport entre le domicile et l'entreprise, comme j'avais évoqué plus haut, notamment la prime. Ce n'est pas une prime réellement, mais la question de l'éloignement et la question de la distance. Normalement, selon la loi, les entreprises doivent participer à hauteur de 50% aux frais, aux abonnements de transport domicile-travail, normalement. Maintenant. On peut remettre parfois aussi exceptionnellement des biens produits par l'entreprise à des dispositifs de prévoyance. On peut mettre en place une mutuelle pour l'entreprise et tous les salariés peuvent éventuellement en bénéficier. Ça permet de les couvrir et éventuellement aussi de baisser aussi leurs coûts ou leurs charges. Ce sont des choses que l'on peut être amené à prendre en considération. Abordons donc le point suivant qui concerne donc la gestion de la masse salariale. Et ici, on veut s'intéresser à l'impact que peut avoir des variations des salaires, de rémunération sur la somme de toutes les rémunérations qu'on va qualifier ici de masse salariale. Donc, je rappelle, la masse salariale, c'est la somme de toutes les rémunérations, à la fois brutes et des charges sociales qui y a à faire. Et tout ça versé au cours d'un exercice donné. Alors, généralement, l'exercice ici, c'est une année. Plusieurs facteurs peuvent en effet influencer cette masse salariale. Entre autres, on pourra noter les variations d'effectifs de chaque catégorie de salariés. Par exemple, lorsqu'on passe d'employé à manager de proximité, middle management ou top management, effectivement, cela fait changer de catégorie. On peut noter également comme facteurs qui peuvent influencer la masse salariale, on va avoir la rotation du personnel. On l'appelle également turnover. Donc, par exemple, s'il y a une démission ou un licenciement, voilà, il y a des mouvements de personnel, donc forcément, ça va tourner. Cela peut vraiment parfois être intéressant pour certaines entreprises. On peut avoir aussi la variation de la durée de travail. Et ici, ça peut faire suite à une modification du contrat de travail ou bien une modification de poste. Donc, forcément, cela va affecter la rémunération en général. Les facteurs qui peuvent aussi influencer la masse salariale concernent les augmentations générales accordées à l'ensemble des salariés. Par exemple, s'il y a un bon rendement global, on peut dire qu'on a fait une augmentation à tout le monde. On peut aussi s'intéresser aux augmentations individuelles et les primes liées à l'activité du salarié. Parfois, pour une distinction, il arrive que pour pas de distinction, on apporte ça à certains salariés. Alors, concrètement, comment est-ce que tous ces facteurs vont influencer la masse salariale et donc, quel pourrait être leur impact
on appelle ça les facteurs d'inertie, les effets d'inertie, pardon, sur la masse salariale. Donc, comment cela se traduit? Alors, pour analyser l'évolution de la masse salariale suite à l'influence des facteurs que nous avons précédemment cités, on va regarder un certain nombre d'effets. D'abord, le premier effet que l'on connaît, c'est l'effet de masse. Alors, l'effet de masse, c'est directement la conséquence d'une augmentation générale des salariés. Le dernier point qu'on a évoqué tout à l'heure. L'exemple, c'est un nouveau recrutement sur création de postes. J'ai dit augmentation des salariés, hein, pas augmentation des salaires. Hein. C'est-à-dire que effectivement, on va créer un nouveau poste, donc forcément une nouvelle personne arrive et forcément ça, il va être rémunéré. Cette rémunération viendra s'ajouter aux rémunérations qu'on payait déjà les années avant la création de ce poste-là. Donc forcément, on va avoir l'effet de masse. L'effet effectif, c'est plutôt la conséquence des variations d'effectifs par catégorie, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on prend en compte les anciennetés des gens, donc de junior à confirmé, forcément cela a des conséquences sur l'effectif. Hein? Alors, l'effectif ici, c'est comment quand on bouge de catégorie à une catégorie, hein, clairement. L'effet Nouria. L'effet Nouria concerne ici la réduction de la masse salariale liée au remplacement des salariés, généralement ceux qui sont un peu seniors, hein, ceux qui partent en retraite, par des plus jeunes qui ne vont pas bénéficier de la prime d'ancienneté, des choses comme ça, qui vont être un peu moins payés, même s'ils ont une expérience vraiment importante. Donc forcément, on les paye moins cher, forcément la masse salariale va baisser un petit peu. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant, quoi. Donc c'est l'exemple de nouveau recrutement sur remplacement avec bien évidemment moins d'ancienneté sur le poste. On pourra également prendre en considération un autre effet, c'est l'effet qu'on appelle l'effet GVT. G pour glissement, V pour vieillesse et T pour technicité. Alors, le glissement ici est lié aux augmentations individuelles. Le vieillissement, c'est plutôt la question des salaires. En fait, quand vous passez d'une catégorie, vous passez de jeune, vous êtes dans l'entreprise de 1 an, 2 ans, 3 ans. Chaque année, l'ancienneté augmente. Si l'ancienneté augmente, vous avez donc une certaine prime. Et donc, forcément, cela va provoquer une augmentation de votre salaire et donc de la masse salariale. Enfin, la technicité, généralement, c'est quand vous partez un peu en formation, vous améliorez un petit peu vos compétences ou vos qualifications, par exemple par le biais de DIF, par le biais, le biais du CIF, le contrat congé individuel à la formation, ou alors en explorant, par exemple, votre compte personnel de formation qui a remplacé donc le DIF que j'évoquais hein, tout à l'heure, le droit individuel à la formation. Effectivement, vous pouvez améliorer votre technicité. Et l'entreprise n'est pas obligée hein, de reconnaître ça directement, mais cela peut être utilisé des fois pour faire des négociations de salaire, en fait, lors de l'entretien annuel d'évaluation. Ce sont des choses qui sont possibles. Donc, un salarié qui est parti pendant 1 an en formation et ayant bénéficié d'une augmentation individuelle qu'on lui avait promis les années passées. Finalement, on a les 3 éléments dedans, vieillissement, parce que ça fait 1 an, formation, technicité, et enfin, le glissement, qui est dû à l'augmentation individuelle. Enfin, un dernier effet, c'est l'effet report. Donc, c'est un effet qui permet de tenir compte de l'incidence des augmentations de salaire survenues au cours d'une année sur la progression, bien évidemment, de la masse salariale de l'année suivante. Donc, si on avait prévu des années passées, il y a 2 ou 3 ans, par exemple, des augmentations, cela va impacter progressivement ces différents éléments-là. Donc, voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Le chapitre est terminé. Nous allons nous retrouver dans le prochain chapitre concernant la politique de valorisation des ressources humaines. À très bientôt donc.